Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle des mangas, BD et comics que j'ai lus. Comme toujours, je vais parler de 8 titres, manga, BD ou comics. Bon, là c'est 7 mangas et un comics, avec pas mal de spoil. Je vais vraiment rentrer dans le tome, dire ce que j'ai aimé. Il y aura quelques images sur le côté, donc ça va spoil si vous connaissez pas la série. Donc vous êtes prévenus, et de toute façon, en bas il y a le timer de tous les titres dont je vais parler aujourd'hui. On commence avec Mad in Heaven tome 4. Alors pour ceux qui connaissent pas Mad in Heaven, petit rappel, c'est l'histoire d'un mangaka qui raconte une histoire d'un moine amoureux d'une fille au gros sein. Et en fait cette histoire, c'est son histoire dans une vie antérieure. Et dans le tome 3, on avait fini cette vie et on était passé à la vie suivante. Alors il se passe un siècle plus tard, on voit les conséquences de sa vie précédente, parce qu'il y a des gens qui suivent des choses qu'il a fait dans sa vie précédente, et donc là maintenant c'est une sorte de fils de samouraï qui retrouve encore la fille au gros sein, qui est donc son assistante mangaka dans le présent, parce que voilà, il y a plusieurs timelines, enfin plusieurs époques, c'est toujours très marrant, surtout que ça fait toujours écho à ce qui se passe dans le présent, là, notamment le fait que le héros et son meilleur ami commencent à sortir ensemble, donc il y a une relation homosexuelle, c'est hilarant, franchement il y a des passages hilarants où il dit... Des fois, il pense que l'héroïne, il va la rencontrer dans une interview et dire « Je vais lui avouer mes sentiments ». Et en fait, c'est son meilleur ami. Et il dit « Bon, je vais quand même avouer mes sentiments parce que je l'aime ». Et il dit « Ouais, je suis amoureux de lui ». Et j'ai fait « Waouh, non, ça va trop loin ». Mais hilarant. J'ai beaucoup aimé ce passage de l'enfance de sa réincarnation samouraï qui dit « Ouais, moi j'adore les seins, c'est pas normal. Pourquoi les gens disent que c'est pas normal que je dois pas aimer les seins? Moi j'adore les seins. » Très drôle. Voilà, très... peut-être second degré, enfin voilà, faut le prendre au 36ème dessous parce que franchement c'est hilarant, ça parle beaucoup de kékette, ça parle beaucoup de nichons, voilà, rien que la couverture, il y a une meuf avec un gros décolleté, il y a beaucoup de passages avec aussi beaucoup de décolleté, beaucoup de poitrine à l'air, c'est très drôle, Mad in Heaven j'aime beaucoup, Akata, ce titre des éditions What the Fuck, c'est hilarant. Tokyo Revengers tome 4, un 4ème tome qui, on va dire, marque la conclusion d'un premier arc scénaristique. Dans le tome précédent, Takemichi avait vraiment son objectif vraiment final de « il faut que Draken survive ». Vu comment se terminait le tome 3, je me dis « putain, il va faire comment ?» Même si bon, j'avais vu des images des tomes suivants, bah, il était encore en vie, donc je me suis dit « il va réussir ». De toute façon, s'il réussit pas, c'est qu'il va échouer, donc forcément, tout son plan est échoué. Draken survit. Il y a un plan super classe où Takemichi affronte un mec plus fort que lui et il gagne. J'ai fait oh, esprit shonen. Quand il dit je vais me venger, je vais te péter la gueule, c'était trop cool. Après il y a le passage où tout le monde dit putain, Takemichi il a battu un mec plus fort que lui, c'est un boss. Et là en mode Thug Life, c'était hilarant. Et Draken dit t'es un blaf là, arrête là, arrête de faire le Golemon là, c'est Tipar. Ceux qui connaissent, voilà, je suis méchant, hein, je suis horrible. Non, voilà, franchement, le passé avec Draken était cool. Et quand Takemichi revient dans le présent, il y avait des petits moments de larmes. Et la fin! Oh mon dieu, mais personne n'était prêt. Ken Wakui, t'es un monstre. Mais c'est... De toute façon, tu te dis, bon, il y allait avoir un truc qui allait faire qui retourne dans le passé. Parce que la série, il y a au moins 10 tomes au Japon. Mais je m'attendais pas à ça. Mais c'était une claque. Là, honnêtement, si après le tome 4, vous avez toujours pas kiffé Tokyo Revengers, je pense que vous kifferez jamais. Là, le tome 4, c'était une dinguerie. La fin était une dinguerie. Le combat avec le mec plus fort que j'ai oublié le nom, désolé, Takemichi affronte, était dingue. Le moment où il se relève et qu'Adrakan avec lui fait tu vas tomber. Non, toi tu vas tomber. Ils sont tous... les mecs ils sont à moitié morts, ils se relèvent comme des malades. Et il y a les potes de Takemichi qui arrivent. C'était épique. Quand il y a comment il s'appelle, il y a Miki qui va en moto pour les retrouver. C'est épique. Non, franchement, il y a trop de moments classe. Pareil, il y a Mickey qui commence à avoir des doutes sur Takemichi. J'ai fait oh. Mais on ne sait pas plus. Là, de toute façon, là, j'ai hâte de voir la suite, qu'on va retourner dans le passé. Essayer de devenir le boss du Tokyo Manjikai, parce que c'est son but maintenant. J'ai fait wow, ça c'est des prix shonen. Franchement, j'ai hâte de lire la suite. Là, tome 5, je l'attends avec impatience. Dr Stone, tome 8. Alors, je vais choisir mes mots. Parce que là, il y a l'animé Dr Stone qui passe en ce moment sur Crunchyroll. On est déjà au tome 4. Enfin, tome 14, épisode 14, qui adapte le tome 5, donc 3 tomes d'avance. En théorie, ce tome-là, ça va être la fin de la saison, je pense. Je pense que la saison 1 de Dr Stone va adapter jusqu'au tome 9. Dans ce tome-là, comment parler sans trop en dire? Le téléphone, c'est terminé. Il y a un putain de combat avec une gymnaste, c'était trop cool. Franchement, quand ils se battent dans les arbres, qu'ils se poursuivent, c'était trop cool. Et le tank, voilà, j'en dirai pas plus parce que je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être regarder, qui connaissent que l'animé, qui n'ont pas vu le manga, et qui vont peut-être se faire spoil, et dire « Ah putain, tu m'as spoil !» Voilà, j'en dis pas plus. Le tank, voilà, je vais juste dire « Waouh !» Je me souvenais du tank, après je crois que le tome suivant, je commence à un petit peu moins connaître parce que c'est les moments où j'ai arrêté de lire les scans.
Mais le tank, ça va être cool. Et ça va bientôt normalement être le tome... Allez, 9, 10 maxis, pour moi c'est la fin de l'arc de Tsukasa. Ils ont vaincu Tsukasa et son royaume de barbares. Et on arrive sur un nouvel arc qui est tout aussi cool, si même plus. Donc Dr Stone, toujours aussi bien, l'animé est cool. J'aime beaucoup. Waouh, ça faisait très longtemps, 2 ans. Degreyman, tome 26. En fait, le souci, c'est que ça fait 2 ans que j'ai lu le tome 25. Alors, j'ai lu le petit résumé en début de tome, pour me rappeler un peu les trucs. Mais ça fait hyper longtemps que j'ai pas lu Degreyman. Déjà, le tome 24, ça fait une paye et tout ce qu'il y avait avant. Je me souviens avoir lu les 24 tomes d'un coup, quand le tome 5 est sorti. Mais là, le tome 26, j'ai pas fait ça. Et j'avoue qu'il y a des trucs, je me souviens plus vraiment pourquoi Allen est parti faire ce qu'il est. Là, je sais qu'il y avait un délire avec le Mana, le père adoptif, le père adoptif de Allen, qui avait un lien avec le conte millénaire, mais ça remonte, je sais plus du tout ce qui s'est passé. Mais le tome est cool, franchement, l'auteur il dessine toujours aussi bien. L'auteur c'est une femme, si je dis pas de conneries. En plus, je comprends pourquoi maintenant les tomes sortent pas régulièrement. Elle joue à Monster Hunter. Donc ouais, si elle joue à Monster Hunter toute la journée, elle a plus le temps de dessiner, mais ouais, c'est une petite blague. Mais voilà, le tome était bien, même si peu d'action, c'est vraiment une sorte d'entre-arc, voilà, c'est ça. Mais j'ai pas grand chose à dire sur le tome parce que ça fait super longtemps, je vais me répéter, je vais pas tergiverser pendant 10 plombs en me disant oh je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, il se passe des choses, mais je comprends pas trop ce qui se passe, vu que j'ai pas tout saisi le tome, et je pense que si le tome 27 ressort de toute façon, il est même pas encore sorti au Japon, je crois qu'il n'y a pas eu de nouveau chapitre sorti au Japon, donc voilà, je pense que quand le tome 27 sortira, si je me souviens de ce tome 26, je relirai les 25 tomes, enfin les 26 tomes d'un coup, pour tout me rappeler, mais faut encore que j'ai le temps de lire 26 tomes à chaque fois qu'un tome sort, ça prend beaucoup de temps quand même. Mais Degreyman, je vais peut-être en parler un petit peu. Ceux qui connaissent pas, c'est dans un esprit les rôdeurs de la nuit, enfin Demon Slayer. Demon Slayer, c'est un peu une sorte de mélange entre Degreyman et Bleach. Voilà, pour faire simple. Il y a vraiment cet esprit organisation qui lutte contre les démons, un mec super dangereux qui les crée. Voilà, c'est un peu, dans les grandes lignes, c'est ça les Demon Slayer. C'est un peu aussi ça Degreyman. Voilà, c'est franchement super cool. C'est dommage, parce que c'était un super manga. C'est toujours un super manga, mais vu que l'auteur a un rythme à cause de sa santé qui est vraiment diminué, on a un tome tous les 2 ans, beaucoup moins de gens connaissent maintenant la série. C'est triste parce que c'est vraiment super bien. Ah oui, Team Campy. Ah franchement c'était super. La petite relation entre Allen et Team Campy, on a un petit flashback sur eux, c'était vraiment cool. Et il est mort. Mais quand est-ce qu'il est mort ce con, enfin le maître? J'avais complètement oublié qu'il était mort. Alors est-ce qu'il vient de le réveiller dans ce tome-là, ou est-ce que c'était déjà fait avant? Et je me souvenais pas qu'il était mort, alors ça m'a pas marqué. Et en plus c'est même pas dit dans le petit résumé au début du tome, donc je sais pas quoi dire. Mais voilà, Degreyman, si vous connaissez pas, je vous conseille, c'est un bon manga. Maintenant, voilà, il y aura un tome tous les 2 ans, je le dis. The Promised Neverland, tome 10. Alors j'ai lu, je commence direct, j'ai vu le petit dans le tome suivant. Le tome 11 sera la fin de l'arc Goldie Pond, donc ce qui veut dire que quand il y aura une saison 2, ça va dater tout cet arc-là, parce qu'il a duré au moins 5-6 tomes, ce qui est beaucoup. Donc l'arc Goldie Pond, Goldie Pond. Putain, j'arrive pas à le prononcer, c'est horrible. Waouh, franchement là, le personnage, comment il s'appelle, Levis, j'avais entendu parler de lui sur internet, parce que moi j'avais lu les 2 premiers tomes de The Promised Neverland en scan, et après j'avais arrêté. Donc là je découvre la série au fur et à mesure que les tomes sortent en France. Levis, j'avais entendu parler en me disant ouais, c'est un personnage de ouf. Waouh, je crois que je suis même pas encore au fait de tout ce qu'il a fait, parce que je pense qu'il a encore fait des trucs dans le tome suivant. Mais waouh, trop charismatique le personnage. Quand il arrive, il fait ouais, je sais que tu veux faire ça pour gagner du temps. Bon, on va rester 10 minutes assis. Je te laisse faire. Mais c'est tellement classe. Le mec, le méchant, il a compris que Emma essaie de faire gagner du temps. Il dit on va pas se taper dessus, on va attendre 10 minutes. Je vais voir ce que tu veux faire. Pour voir si t'es... Pour monter la sauce, pour monter le challenge. Tu dis waouh, c'est classe. Il y a aussi le personnage du comte Bayonne. On découvre un peu sa vie et comment il a commencé à construire ce Goldie Pond et donc ce jeu de terrain de chasse pour les démons. Je peux le comprendre. Enfin, le mec, il était... Voilà, je peux le comprendre.
entre guillemets, hein, genre, le mec, il avait plus de goût à la vie, donc il a essayé de se trouver du challenge dans la vie. Je peux comprendre ça. Après, ouais, il tue des enfants quand même, c'est pas super sympa. Mais ouais, franchement, ça a totalement changé, Super Mario Neverland, depuis qu'on est arrivé dans cet arc-là. C'est plus du tout la même ambiance. Enfin, c'est toujours cette ambiance oppressante avec les démons, mais c'est totalement différent de l'arc où ils veulent s'évader du pensionnat Cherrington. Non, c'est pas Cherrington, je sais plus, c'est le pensionnat Gracefield House. Voilà, franchement, Super Mario Neverland super bien. Et alors, pour ceux qui l'avaient loupé, il y a l'artbook de l'auteur Demisu Posuka, Pawn, qui est sorti chez Kazé. Un beau bouquin de 100-150 pages, bien épais, avec toutes ces illustrations en couleur, qu'elle poste souvent sur Twitter, mais là on les a, enfin il y a des pages sublimes, franchement incroyables. J'en profite, hein, voilà, tant que j'y suis, voilà, je pense pas en parler d'autre manière que là. Là il y a des super doubles pages, il y a des petites explications, mais il y a un paquet de doubles pages. Franchement, il y a de tout en plus. Il y a de l'ASF, il y a des Ray Fantasy, il y a des trucs un peu bizarres, un peu urbains, avec des ninjas, des robots, des anges, des démons. Franchement, c'est incroyable. Tu vois tous les univers que peut avoir Demisu Posuka dans sa tête, à les retranscrire là-dedans, et bon, c'est un petit artbook bien sympathique. Voilà. Demisu Posuka, la dessinatrice de Super Mario Neverland, son artbook, trop cool. Le manga, trop cool. Super Mario Neverland, c'est super bien. Il n'y a pas longtemps, j'avais parlé du deuxième et dernier tome de Fleur du Mal de Kazuo Kaimura. Eh bien, j'ai le deuxième et dernier tome de Fleur de l'Ombre de Kazuo Kamimura. C'est son deuxième titre comme cette année qui se termine aussi. Et c'est un énième titre de l'auteur que j'ai conclu. Il m'en reste 3 ou 4 à acheter encore. Et je pense que quand ça sera fait, j'aimerais bien faire une grosse vidéo sur l'auteur et tous ses personnages féminins. Pour ceux qui connaissent pas Fleur de l'Ombre, c'est l'histoire de Sumire. Alors si je dis pas de conneries, sa mère était une femme entretenue, donc c'était une maîtresse. Et elle voulait pas vivre la même chose, mais elle a plus ou moins vécu. Elle a été la maîtresse d'un homme. La femme de ce monsieur l'a découvert, il y a un petit conflit, et elle part à la campagne pour se ressourcer, et on va la voir se faire entretenir par différents hommes. Notamment, il y a un musicien aveugle qui se continue un petit peu dans ce tome-là, où ils font une nuit d'amour qui dure plus de 24 heures. Elle rencontre plein de gens. C'est très spécial, c'est assez proche de Fleur du Mal, dans l'esprit femme manipulée par homme ou femme manipule homme, mais il y a une ambiance totalement différente, parce que là c'est vraiment une femme qui est beaucoup plus, pas forcément plus forte, mais qui manipule les hommes, mais en même temps qui se fait manipuler. Ouais, Fleur de l'Ombre, c'est pas mal, et je pense que c'est un très bon titre de l'auteur. Je suis moins déçu de la fin que de la fin de Fleur du Mal, où j'étais un peu... Ah ouais, ça finit mal pour tout le monde. Là, ça finit mal pour tout le monde aussi, mais ça va pour l'héroïne, on va dire. L'héroïne s'en sort bien. Enfin, bien, vous avez compris, enfin, voilà, par rapport à ce qu'elle a vécu jusqu'à présent. Voilà, gros tome de 400 pages, et je vais continuer à m'acheter les Kamimura. Je dis à chaque fois que j'en achète un, je dis ouais, je vais acheter toute la collection, je vais faire un marathon, je vais en acheter un tous les mois, et après j'en fais un, deux, et après j'arrête. Mais là il m'en reste 3 ou 4, il me reste Maria, c'est sûr. Lorsque nous vivons ensemble, et Folle Passion, pour moi, et Peine du Kanto, je crois aussi, ça me fait 4. Il m'en manque 4, c'est sûr et certain. Le reste, j'ai l'édition Blood, j'ai le Fleuve Cheno, j'ai l'Apprenti Geisha, j'ai le Club Divorcé, j'ai Femme de Showa, j'ai... Donc voilà, je pense que je vais continuer à m'acheter Kamimura, et quand j'aurai toute la collection de cet auteur, toute la bibliographie de cet auteur, enfin, sortie en France, hein, parce qu'il a fait d'autres titres, hein, j'aimerais bien en parler dans une grosse vidéo, je sais pas encore quand, mais guettez. Voilà, c'est tout ce que je vais dire, guettez. Et lisez cet auteur, franchement, il fait des super titres, avec des personnages féminins forts, ce qui est, on voit pas souvent dans les mangas d'aujourd'hui. Seven Deadly Sins, tome 35, bah, on va dire, je sais pas être méchant, mais, alors c'est toujours aussi bien, mais, enfin, c'est toujours aussi bien, non, c'est pas toujours aussi bien, je trouve que depuis quelques tomes, la série est dans le creux de la vague, voilà, c'est très clairement, c'est ça. Là, il y a une grosse baston entre 3 gentils et 3 méchants, on va dire. Voilà, le clan Meliodas contre les démons, donc on a Zeldris et ses 2 sensei, on va dire ses 2 maîtres, face à Morgane, la meuf ange et Escanor. Grosse baston, ça bastonne pas mal. Et voilà, c'est un peu le résumé du tome, hein, c'est grosse baston. Voilà, il y aura ça dans la saison 3, si je dis pas de conneries, c'est bientôt la fin de l'arc. Enfin, j'ai envie de dire, parce que... Il a quand même duré longtemps, cet arc des 10 commandements. Ça fait maintenant une bonne vingtaine de tomes.
vivement qu'il se conclue. Et alors, en plus, bon, je dis ça parce que je sais que le manga est toujours pas terminé au Japon, parce que l'auteur avait fait un peu une blague en disant « Ah, c'est bientôt terminé !» Ouais, l'arc est terminé, pas le manga. Et je sais qu'il a relancé une intrigue, et les gens sont un peu en train de dire « Ouais, ça veut de ça. » Et même au Japon, ça... Enfin, j'ai l'impression que ça se vend pas aussi bien qu'avant. À voir. Ouais, Seven Deadly Sins, bah, je continue pour avoir la série jusqu'au bout, mais... je suis moins fan qu'avant, très clairement. Voilà, on a fini de parler de manga, et maintenant on va parler de comics avec The Boys. Alors pour ceux qui l'ignorent, cet été sur Amazon est sortie la série qui adapte, on va dire, l'histoire du comics The Boys. Je vais parler un petit peu de ce que c'est après, mais d'abord je raconte ma vie. J'avais adoré la série qui fait 8 épisodes, et je m'étais dit, bon, je vais m'acheter les comics pour voir ce que ça vaut. Rupture de stock, partout dans le monde, enfin en France. Et je dis bon, je vais attendre un petit peu. Et j'ai bien fait d'attendre parce que maintenant il y a une nouvelle édition par Panini qui a réimprimé les titres avec le poster. Donc j'ai le petit poster de la série, je suis content. Ceux qui l'ont acheté juste après, bah vous n'avez pas le poster, c'est triste pour vous. Donc, de quoi donc est-ce que ça parle The Boys? C'est l'histoire de Huggy, alors c'est un petit écossais si je dis pas de conneries. Qui vit dans un monde de super-héros. Il y a des super-héros partout, des super-vilains partout. Et un jour, alors qu'il est avec sa copine, elle se fait tuer accidentellement par un combat entre super-héros et super-vilains. À ce moment-là, Huggy rencontre... Enfin, il est en mode dépression, il veut pas signer. On lui dit « Ouais, venez, c'est un papier d'assurance de super-héros, on va vous payer pour les frais de dédommagement. » Il refuse. Et il fait la rencontre de Butcher, qui s'appelle... Alors, j'ai plus son nom total, il a un autre nom. Enfin, son Butcher, c'est son nom de famille. Tout le monde l'appelle Butcher le boucher, et il lui dit « Ouais, tu sais, c'était pas un cas isolé, il y a plein de gens qui se font tuer par des super-héros tous les ans. Et moi et mes hommes, enfin ma bande, les The Boys, on est là pour les niquer quand ils franchissent un petit peu la ligne. On est un peu la police des super-héros. » Et donc, bah, il va rentrer dans cette équipe avec le français, la crème et la fille, qui sont les trois autres membres du groupe, et ils vont dézinguer du super-héros, qui sont en fait... un peu des superstars en fait, c'est un peu des joueurs de foot, des acteurs, mais qui ont des super pouvoirs. Donc imagine je sais pas, un Lionel Messi en mode super-héros, bah ouais, c'est un putain de pédophile, mais qu'est-ce que tu veux lui dire? Le mec, il peut en claquant des doigts, il peut t'atomiser. Bah tu fermes ta gueule. Donc ils sont tellement puissants qu'en fait, ils ont ce côté, ils ont les faiblesses humaines, mais avec des pouvoirs surpuissants. C'est un peu vraiment l'antithèse des super-héros où on dit sont parfaits. Et en plus, bon, la plupart des super-héros de ce comics sont inspirés de vrais super-héros de DC ou de Marvel. Là, il y a une team qui s'appelle, les plus forts s'appelle les 7. C'est la Ligue des Justiciers. Et je crois que c'était dans DC au début, donc ça se voit. La série adapte pas le comics. Il reprend des idées, parce que le tome 1... c'est limite les 2 premiers tomes, et on part sur des choses totalement différentes. Dans le tome 1, les 7 on les voit à peine, alors qu'ils sont ultra présents dans la série. Là, dans ce tome-là, ils vont en Russie rencontrer un super-héros communiste qui s'appelle Boudin d'amour, qui a une grosse quéquette. Genre, on voit sa quéquette qui déborde jusqu'à son genou. C'est énorme, franchement, il est trop cool. Ce personnage, en plus, il a un vieux accent, il écrit en petit nègre. Genre, il parle, il fait « Moi, camarade, toi !» Ami pour la vie. Voilà, avec son vieux accent. Tu sens qu'il a un putain d'accent russe dégueulasse. Mais voilà, donc la série, même si vous l'avez vue, vous ne verrez pas la même chose. Parce que le comics et la série sont déjà bien séparés. Il y en a qui vont dire ouais, c'est une mauvaise adaptation. Je trouve que pour avoir lu le comics, le tome 1, j'ai dit waouh, il est bien. La série est bien. Ça a deux visions différentes parce que dans le comics, le monde entier a des super-héros. Dans la série, il n'y a que les États-Unis enfin les USA qui ont des pouvoirs, enfin les super-héros, il n'y en a que aux USA. Pourquoi? Vous verrez dans la série. Voilà, donc The Boys, super bien, je vais continuer à acheter les tomes au fur et à mesure que je les trouve. Pareil, du même scénariste, Garcenis, il y a aussi Preacher qui s'est terminé il n'y a pas longtemps, qui était sur OBS. J'ai vu jusqu'au bout, qui était pas mal. J'ai le tome 1 qui est là, qui traîne dans le coin, dans ma bibliothèque. Faut que je lise et que j'achète aussi la suite. Donc là, j'ai ces deux grosses séries que j'aimerais lire de Garcenis. Voilà, Preacher, si vous connaissez pas, regardez la série et intéressez-vous au comics qui est bien sanglant, bien vulgaire et bien trash. Donc voilà, c'était mes lectures du mois. Avant de se quitter, mettez des pouces bleus, partagez la vidéo, laissez des commentaires. Et en description de la vidéo, il y a mon Twitter, mon Discord, mon Instagram. Et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas et ciao!